Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon nom est Gilles Frano. Permettez-moi de vous accueillir pour notre webinaire financier de ce jour, de remercier la technique déjà. Vous êtes confortablement installés dans votre divan, j'espère. Nous sommes ici dans nos bureaux de l'avenue Louise et nous avons voulu organiser cette soirée sur un thème très opportuniste. Les marchés financiers sont extrêmement volatiles pour le moment. On entend beaucoup de nouvelles mauvaises, anxiogènes, évidemment sans aucun cynisme par rapport à nos amis ukrainiens qui sont sous les bombes, évidemment. Mais il était, nous le pensons chez Willing, pertinent de remettre un petit peu l'église au milieu du village concernant les marchés financiers et la manière d'investir ou de gérer son portefeuille. Nous avons la grande chance d'avoir ce soir un orateur, l'orateur idéal, j'ai presque envie de dire, en la personne d'Étienne de Calataï, qui va nous donner sa vision des marchés, de l'économie et surtout du futur. Et ensuite, Grégory Adrians, mon collègue de chez Willing, nous parlera des solutions que nous pouvons vous procurer en vous prenant quelques exemples dans lesquels vous vous reconnaîtrez probablement. Mais permettez-moi tout d'abord de vous représenter en quelques secondes qui est Willing, pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore. Willing est un groupe, est un courtier indépendant qui existe depuis à peu près 2014, qui vient d'une fusion de 3 groupes précédemment bien plus vieux que cela. Le nom Willing a été donc créé à cette époque et nous sommes courtiers indépendants dans 4 métiers de courtage qui reprennent clairement les assurances, tout type d'assurance, le monde du crédit, principalement hypothécaire. On va parler d'épargne et d'investissement aussi, évidemment, et nous pouvons également vous aider à trouver certaines solutions d'immobilier, d'investissement, si vous désirez diversifier votre patrimoine. Pour parler de quelques chiffres, suite à plusieurs fusions, même grosses fusions et rachats de portefeuilles ou de courtiers en Belgique, nous avons aujourd'hui atteint une taille critique puisque nous sommes, je pense, leaders du marché du courtage pour les personnes physiques et les petites entreprises. Nous sommes 400 collaborateurs et nous avons un peu plus de 100 000 clients qui nous font confiance. Merci à vous. Et vous voyez que nous avons des agences qui sont réparties un petit peu partout dans le pays, d'Arlon à Bruges, en passant par une présence importante dans le Brabant wallon, à Bruxelles, et qui s'étend, je vais presque dire, de jour en jour. Notre concept, notre offre, notre mission aujourd'hui, c'est de pouvoir vous offrir tout un réseau de magasins financiers, de one-stop financial house, dans lesquels vous allez trouver tous les services dont vous avez besoin, toutes les solutions dont vous avez besoin pour implémenter les conseils liés à votre patrimoine financier. Ces métiers, je vous l'ai déjà dit, assurance pension, placement en solutions bancaires, c'est le thème du jour, évidemment, immobilier d'investissement, et quand on parle d'immobilier d'investissement, le recours évidemment au crédit hypothécaire. Alors ce soir, je vais avoir le plaisir de vous entretenir pendant quelques minutes et vous faire une petite comparaison entre le monde du placement d'assurance, qu'on appelle la branche 23, et le monde bancaire, le monde des SICAV, que vous connaissez probablement. Je céderai avec grand plaisir la parole à Étienne de Calataï qui nous donnera sa vision donc sur la conjoncture économique et surtout l'avenir à court, moyen et long terme. Même si l'économie n'est pas nécessairement une science exacte, sa vision nous sera extrêmement précieuse puisque, vous le connaissez, il est présent très régulièrement dans les médias, ce n'est pas pour rien. Grégory ensuite vous donnera ce parcours d'exemples personnalisés qui peuvent être mis en concordance avec vos situations et nous terminerons par une séance de questions et réponses. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le chat qui est disponible sur votre écran. Alors, cette fameuse branche 23, comme on l'appelle en assurance, contre versus la SICAV bancaire, comment peut-on résumer un peu la chose? Tout d'abord en vous expliquant un peu ce que c'est qu'un contrat d'assurance branche 23. En quelques mots, c'est un contrat de placement. Donc on ne parle plus de formalité médicale ou autre, c'est simplement un support juridique différent du support bancaire, mais qui donne accès au même type de fonds ou de gestion, comme Grégory va vous l'expliquer. La grande spécificité du contrat d'assurance est également qu'on est dans une structure où on a un ou plusieurs preneurs, un ou plusieurs assurés et un ou plusieurs bénéficiaires, ce qui fait de cette structure ce que nous avons coutume d'appeler le couteau suisse de la planification successorale. On peut vraiment avoir recours à des solutions juridiques
extrêmement pertinente en fonction des situations dans lesquelles vous vous trouvez, que ce soit en termes de protection horizontale entre conjoints ou verticale vis-à-vis de vos héritiers. Comment peut-on intégrer le contrat d'assurance dans le patrimoine mobilier des Belges? Eh bien, écoutez, si vous regardez le tableau qui est à l'écran, vous constatez que le patrimoine mobilier des Belges, il est grosso modo de à peu près 1 500 milliards d'euros que l'on peut répartir. On a ici les chiffres 2021. On a passé d'ailleurs les 300 milliards d'euros en carnet d'épargne. C'est un record historique. On n'avait jamais vu ça, même malgré la conjoncture actuelle sur laquelle Étienne reviendra. Actions non cotées, actions cotées, mais pour des montants évidemment beaucoup plus importants pour les actions non cotées. Les fonds d'investissement, évidemment, prennent une part très significative avec une part de 276 milliards d'euros. Et toutes les valeurs mobilières situées dans des produits d'assurance vie, c'est donc très large, ça va de votre épargne pension à votre assurance groupe, on est à 333 milliards d'euros. Mais là-dedans, il n'y a que 37 milliards d'euros qui sont situés dans des fonds d'assurance branche 23, qui est vraiment le véhicule et le support très pertinent dont nous allons vous entretenir ce soir. L'historique de ce match, eh bien, on a deux acteurs qui n'ont pas la même taille, évidemment, et vous allez constater qu'il est toujours plus facile pour le législateur de taxer, si on cherche des recettes fiscales supplémentaires, là où se trouve l'épargne, c'est-à-dire plutôt dans le monde de la SICAV bancaire. Vous allez voir l'évolution que je vais vous expliquer très succinctement. Elle est assez flagrante dans ce cadre-là, mais il y a eu aussi des changements en termes de branche 23, nous y reviendrons. Alors, cette fameuse fiscalité, si on commence par le principe général de la fiscalité, parce que vous allez voir que ça va manger, dans certains cas, une part très importante de votre rendement, cette fiscalité, elle peut se situer à 3 endroits. Elle peut être calculée à l'entrée d'un placement, via une taxe que vous payez à l'entrée. Elle peut être située à la sortie, ou lorsque vous rachetez une partie de votre placement, ou elle peut être également située en cours de route. Par exemple, cette nouvelle taxe sur les comptes titres qui valent plus d'1 million d'euros, eh bien, c'est en cours de route et c'est payable chaque année. Comment est-ce qu'on peut détailler ces trois façons de calculer l'impôt dans les différentes solutions bancaires et ou d'assurance? Commençons par l'assurance. C'est le plus simple. Dans le monde de l'assurance branche 23, vous ne payez une taxe qu'à l'entrée. Une taxe qui est actuellement de 2%, donc sur le montant que vous investissez, et c'est terminé. Vous n'aurez plus jamais de ponction fiscale à la sortie, qu'elle soit partielle, qu'elle soit totale, quel que soit le nombre d'années que vous y restiez. Je ne parle pas de la branche 21, qui est un monde plus ou moins mort, où là on avait une période de 8 ans, pendant laquelle on payait du précompte, mais on est bien ici dans un système où on ne paye plus rien, puisqu'on n'est pas en branche 21, on est en branche 23, c'est-à-dire le monde des fonds d'investissement. Donc, l'assurance, c'est extrêmement simple et on va voir un peu les avantages ou les inconvénients. Il est clair que quand on paye une taxe à l'entrée, elle est payée, il n'y aura plus rien à payer, même si cette taxe augmente, vous êtes déjà investi, vous n'aurez pas de surprise puisqu'il n'y aura plus de changement, vous êtes déjà dans le support. Par contre, si vous payez la taxe, comme on va le voir après, à la sortie, si la législation augmente, change, et à la hausse, vous paierez d'autant plus de taxes à la sortie, et d'autant plus que les plus-values sont importantes, comme nous le verrons. Les arbitrages, vous changez de fonds dans une structure d'assurance branche 23, aucune incidence fiscale, puisque l'arbitrage ne donne lieu à aucun prélèvement, ni à la sortie d'un fonds, ni à l'entrée d'un nouveau fonds. Donc, ce ne sont que les versements complémentaires qui font l'objet également de cette perception de taxe de 2%. Si on regarde le monde bancaire, eh bien, le monde bancaire, il se situe plutôt à la sortie, voire en cours de route si on procède à des rachats partiels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxe qui est due au départ quand on parle de SICAV bancaire de capitalisation, mais il y a deux mécanismes qui vont s'entrechoquer, si je peux le dire. Tout d'abord, ce qu'on appelle la taxe d'opération boursière sur les SICAV de capitalisation, qui est un montant de 1,32%, qui est dû lors de tout rachat. On va voir un peu plus de détails. Et vous avez une deuxième fiscalité qui s'applique, qui est la fiscalité du précompte mobilier, qui est actuellement de 30%, qui va être prélevée sur la partie obligataire de la SICAV mixte, en l'occurrence dans laquelle vous êtes éventuellement investi.
Cette fiscalité s'applique également lors de chaque transfert. Vous désirez arbitrer l'un ou l'autre de vos fonds, votre conseiller, votre banquier vous propose d'arbitrer l'un ou l'autre de vos fonds, vous paierez de l'impôt en sortant d'un fonds et vous en repérez lorsque vous sortirez du nouveau également. Donc, les va-et-vient coûtent cher fiscalement, contrairement au principe de l'assurance. Alors, l'historique, eh bien, je vous le donne un petit peu. Vous allez voir que le législateur, en général, vise juste. Si on parle du précompte mobilier, je vous disais qu'il est actuellement à 30%. Vous voyez que jusqu'à 2011, il était encore à un taux de 15%. Je vous passe les détails de l'augmentation, mais aujourd'hui, et depuis 2017, il est à 30%. Ce fameux précompte a donc doublé en l'espace de 6 ans, ce qui est énorme. La taxe d'opération boursière dont je vous parlais, le fameux 1,32, vous voyez qu'elle était auparavant jusque 2011 de 0,50 et en 2011 de 0,50 et elle est passée en 2018 à 1,32. Donc c'est presque plus que doublé, c'est 2,6 fois le montant initial, avec un plafond qui est à 4 000 €, mais par fonds. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs SICAV, le plafond ne s'applique que par SICAV. Ça veut dire qu'on est très rarement au plafond. La fiscalité de l'assurance également, je vous parlais de cette fameuse taxe d'entrée qui est depuis 2013 à 2%. Elle était auparavant à 1,1%. Elle pourrait encore évoluer aussi, mais si vous êtes investi déjà en assurance, vous ne repayerez pas la différence puisqu'il n'y a pas d'opération sujette à prélèvement d'une nouvelle taxe tant que vous restez dans le contrat. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un monde très différent entre les deux. Et je vais être un petit peu plus précis en matière de prélèvement des taxes bancaires parce que le système est compliqué. Il y a malheureusement 3 façons de calculer ce fameux précompte mobilier et je vais vous donner un exemple simple, je ne vais pas vous emmener dans tous les détails, mais le premier principe est le suivant. La première façon, ce qu'on appelle le TIS, c'est cette fameuse taxe Renders qui a vu le jour en 2006. Le principe est de dire que pour autant que le gestionnaire du fonds puisse identifier la part de la plus-value qui est obligataire, ce n'est que cette part-là qui sera soumise au précompte de 30%. Encore faut-il que le gestionnaire ait envie ou ait la capacité de la calculer. Le système TIS est un système belgo-belge, donc ça veut dire que la majorité des gestionnaires étrangers, et je vous rappelle pour mémoire qu'il n'y a à peine plus de 1% des fonds d'investissement européens qui sont belges, donc ça veut dire que 99% des fonds sont gérés autre part qu'en Belgique. Peu de fonds, peu de gestionnaires ont investi dans leur informatique parce qu'ils n'ont pas nécessairement trouvé ça utile vu la taille du marché belge qui est quand même, vous en conviendrez, relativement petite. Donc ce mode TIS est intéressant quand on peut l'identifier. Si vous ne l'avez pas identifié, eh bien on passe à la deuxième méthode qui, elle, va se baser sur la part du fonds qui est obligataire. C'est-à-dire que si vous êtes dans un fonds, on va voir l'exemple ensuite, 60% d'actions, 40% d'obligations, vous allez payer les 30% de plus-value sur 40% de la plus-value. 30% de précompte, sur 40% de la plus-value. Même si, et c'est le cas depuis déjà de nombreuses années, je pense que, Étienne, tu seras d'accord avec moi, la part obligataire dans la plus-value, elle est extrêmement petite pour le moment. Marché de taux d'intérêt qui remonte, les obligations sont plutôt négatives, tu vas nous le remontrer bien mieux que moi, bien sûr. Vous allez payer une part de précompte sur du rendement obligataire que vous n'avez pas eu, parce que vous trouvez dans une SICAV dont le gestionnaire n'a pas n'a pas été équipé, ne s'est pas équipé pour nous donner le premier montant, le fameux TIST. Donc c'est la majorité des fonds qui sont soumis à cette deuxième méthode. Et troisième méthode, si le gestionnaire n'a même pas non plus la capacité de donner précisément le pourcentage d'obligations dans le fonds de manière à pouvoir identifier la plus-value obligataire, c'est toute la plus-value qui sera taxée au précompte. Je pense pouvoir dire qu'il y a heureusement de nos jours très peu de fonds qui sont encore dans ce monde médiéval. Tant mieux pour vous, parce que sinon c'est évidemment vous, mesdames, messieurs, qui payez cette facture fiscale. Donc, si je vous montre un rapide exemple, je ne vais évidemment pas vous détailler tout cela, vous placez 100 000 €, vous les ressortez après quelques années, quelle que soit la durée, vous ressortez avec 140 000 €. Vous avez donc effectué une plus-value de 40 000 €.
40% de plus-value en quelques années. S'il y a une composante d'action importante ces dernières années, on peut le faire assez rapidement. S'il y a une composante majoritaire d'obligations, c'est nettement plus compliqué, surtout pour le moment. Mais imaginons que, par hypothèse, dans ce fonds, la part de la plus-value obligataire soit de 10%. Donc 10% des 40%, 4% sont la plus-value obligataire. Premier système, ça vous coûte 1 200 € de précompte mobilier. Deuxième système, ça vous coûte 4 800 € de précompte mobilier. Et troisième système, ça vous coûte 12 000 € de précompte mobilier, auquel vous devez rajouter cette fameuse TOB, taxe d'opération boursière, qui est de 1,32 sur le montant du rachat, moins l'impôt que vous avez payé en précompte. Donc, on a un montant de 1800, 1700 € à peu près qui est prélevé. Mais donc, si vous comparez les trois méthodes en question avec le monde de la branche 23, vous aurez investi 98 000 € puisque les 2% auront été prélevés au départ. 40% de plus-value sur 98 000 €, vous êtes à 137 200, plus-value de 39 200, qui n'est pas taxable. Donc, le seul impôt qui est dû dans le cadre de cette branche 23, ce sont les 2 000 € qui ont été prélevés à l'origine, à l'entrée. Ce qui veut dire que si vous comparez les deux, les deux systèmes, avec les trois systèmes bancaires et le système de l'assurance, vous voyez que le coût fiscal est nettement moindre dans la mouture assurance. Et on a limité ici une plus-value à 40%. Si vous restez un nombre d'années plus important, mais cette différence ne va faire que s'accentuer puisque les taxes dans le monde bancaire seront proportionnelles aux plus-values que vous ferez dans le cadre de vos fonds. Là où vous pouvez avoir les mêmes fonds qui sont dans une mouture bancaire ou une mouture d'assurance. Donc le choix du support juridique a un impact fiscal non négligeable. Je pense que l'exemple est assez flagrant. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ceci ? Le fonds d'investissement bancaire, cette fameuse SICAV de capitalisation, on a ce cumul entre cette taxe d'opération boursière et le précompte. Le TIS, quand il est disponible, est assez favorable. Il est un peu plus cher que l'assurance, mais il est quand même assez favorable. Mais il est très rare, puisque la majorité des gestionnaires étrangers ne le procurent pas. C'est donc au milieu des deux systèmes que ça se passe. Et là, vous voyez que vous payez pour le moment énormément de précomptes sur des plus-values qui ne sont pas obligataires. Et pire que ça, vous avez une latence fiscale dont vous n'êtes peut-être pas conscient, puisque vous n'avez pas racheté vos placements bancaires. Le jour où vous demandez la facture fiscale de sortie à votre banquier, ne vous étonnez pas donc de la hauteur de la facture fiscale. Plus vous attendez, plus elle augmentera malheureusement. Et si la législation change, comme elle est payée à la sortie, vous pâtirez d'une hausse, vous bénéficierez d'une baisse, vous pâtirez d'une hausse. Va-t-on dans un monde où on va diminuer les ponctions sur les valeurs mobilières ? Poser la question, c'est un peu y répondre. C'est un peu une des expressions qui se trouvait sur un autre slide. Taxer où est l'argent, c'est assez facile. Donc l'investisseur est devenu un petit peu une bonne partie de cette vache à lait qui se fait ponctionner malheureusement régulièrement. Donc, faites attention à la fiscalité, mesdames, messieurs. Interrogez vos conseillers, vos banquiers. Interrogez-nous et nous ferons une analyse personnalisée de votre situation si vous le désirez, bien entendu. La branche 23, elle est plus simple en matière fiscale. Elle est à l'entrée et si la loi change, on en pâtira moins puisqu'on ne devra rien repayer. Et surtout, les transactions, les arbitrages, le fait de changer de fonds, de prendre le pas de vous mettre à disposition des gestionnaires pertinents, comme Grégory va vous le raconter, vous fera également gagner de l'impôt. Voilà, je pense qu'on peut passer à la partie évidemment que vous attendez toutes et tous. J'ai l'honneur d'introduire notre ami Étienne de Calataille aujourd'hui. Est-ce encore nécessaire de le présenter ? Probablement pas. Vous le connaissez, vous le voyez dans les médias presque tous les jours, à la télévision, dans la presse écrite, à la radio. Beaucoup de journalistes prennent de ton temps que tu leur accordes toujours systématiquement. Et merci pour ta vision et les éclairages que tu nous donnes tous. Mais Étienne est également ici à un double titre. Il est évidemment économiste, mais il est également cofondateur et président d'une société de gestion, Orcadia Asset Management, qui est un de nos partenaires privilégiés. Je vais dire, nous entretenons une très belle relation d'affaires parce que Arcadia affiche non seulement de très belles valeurs, Grégory nous en parlera, mais de très beaux résultats également. Étienne a des charges de cours à gauche à droite, il a eu un passé dans des institutions fameuses, Fonds monétaire international, politique, bref, je pense, Étienne, que tu es l'homme de la situation et je ne résiste pas à l'envie de te passer la parole. Comme dit mon ami Grégory, the floor is yours.
s'il te plaît. Merci Gilles pour cette charmante introduction que bien sûr je ne mérite pas, mais c'est un plaisir de se retrouver ce soir. C'est un plaisir parce que les circonstances ne sont pas plaisantes en particulier. Je pense que c'est tout à fait important de toujours s'intéresser à son patrimoine, même si, comme tu le disais Gilles, ça peut paraître parfois d'ordre secondaire par rapport au drame que d'autres personnes peuvent vivre sous d'autres latitudes. Mais je crois que c'est particulièrement important de s'y intéresser quand il y a les tumultes tels qu'on les connaît aujourd'hui, des tumultes qui sont extra-financiers au départ, mais qui sont devenus financiers avec ces interrogations qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, sur l'inflation, le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt et l'évolution des bourses. On va donc parler de tout ça sous ce titre « Épargner et investir au temps de la guerre et au temps de l'inflation ». Le contexte qui est le nôtre, la première dimension pour le caractériser, c'est bien entendu cette abominable invasion de l'Ukraine par la Russie, avec les conséquences que cela peut avoir sur les prix de l'énergie, le prix des engrais, le prix de l'alimentation, le prix sur un ensemble d'autres productions, avec des peurs d'extension de ce conflit, avec des peurs de recours à des armes de destruction massive. Ma valeur ajoutée n'est certainement pas dans l'ordre de l'analyse géopolitique. Ce que je proposerai, c'est un regard d'économiste sur les conséquences potentielles de cette guerre en termes précisément d'inflation, de taux d'intérêt et de rentabilité des entreprises. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà utilisé le mot plusieurs fois, inflation, s'il y a bien aujourd'hui un sujet qui est revenu en force dans les préoccupations des citoyens, dans les discours politiques, dans les unes des journaux, c'est la question de cette inflation, derrière laquelle les salaires et les prestations sociales et les loyers que l'on peut percevoir courent à un rythme plus ou moins égal, mais derrière, il y a la question donc du pouvoir d'achat. Cette inflation, elle est en forte augmentation. On le voit ici sous le graphique, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas chez nous, davantage en Belgique qu'en France ou qu'en Allemagne, un petit peu moins en Belgique qu'aux Pays-Bas. Il y a donc des différences internationales, mais c'est un phénomène international. C'est un phénomène qui est international parce qu'il est aujourd'hui tiré par l'évolution du prix des matières premières. Vous avez sous les yeux une évolution de l'indice du prix des matières premières, tout confondu, matières premières énergétiques comme non énergétiques, et on atteint aujourd'hui des niveaux qui n'ont pas été atteints sur les 20 dernières années prises dans ce graphique. Donc, c'est réellement une préoccupation de premier ordre. Cette préoccupation, elle est apparue en 2021 avant l'invasion de l'Ukraine. Et je crois que c'est extrêmement important si on veut poser un bon diagnostic, si en fait on veut avoir une idée de combien de temps va-t-elle rester cette inflation, il faut en voir les causes. Et la cause, elle est bien sûr pour partie du côté de l'Ukraine, avec ce que ça peut signifier comme tension, ce que ça peut signifier comme augmentation des prix de l'énergie, comme peut-être moindre production alimentaire et donc augmentation des prix de certaines denrées. Mais elle était là avant. Elle était là avant parce que l'économie mondiale tournait bien. Après des années de Covid, nous avions une demande qui était tout à fait soutenue. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais c'était aussi une inflation avec pour origine une offre qui était pas tout à fait à la hauteur de cette demande extrêmement vive. Et pourquoi est-ce que l'offre ne répond pas à cette vive demande, me demanderez-vous ? Eh bien, il y a pour partie des explications à aller chercher dans le monde du travail, et notamment aux États-Unis, où nous avons un certain nombre de travailleurs aujourd'hui, on appelle ça la grande démission, the great resignation, des travailleurs qui sont réticents à revenir sur le marché du travail pour différentes raisons, aussi bien de santé que de perception de sens ou encore de patrimoine. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi, et c'est le sens du petit graphique que vous avez sous les yeux, c'est que normalement, quand les prix, par exemple, du pétrole montent, eh bien, tous les producteurs du pétrole cherchent à produire plus de pétrole. Normalement, plus le prix augmente et le prix, il est sur l'axe horizontal, donc plus on va aller vers la droite, plus on va vouloir produire plus. Et vous avez sur l'axe vertical le nombre de puits de forage. Et donc, normalement, quand les prix montent, eh bien, on fore plus. Et on produit plus. Mais en 2021 et encore en 2022, ce lien entre le prix et la réponse de l'offre en termes de production additionnelle est relativement limité. Et la raison, c'est que nous sommes au milieu du gué.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, simplement qu'en fait, aujourd'hui, nous le savons, nous sommes dans une période de transition environnementale. Aujourd'hui, les prix de l'énergie ont beau être élevés, un certain nombre de producteurs de ces énergies fossiles vont être réticents à produire davantage, ils vont être réticents à investir beaucoup aujourd'hui pour produire plus. Alors bien sûr, ils seraient contents d'investir beaucoup et de pouvoir produire et vendre cher aujourd'hui, mais s'ils se disent que dans 3 ans, 6 ans, 9 ans, il y aura une nouvelle réglementation ou une fiscalité différente qui fera que l'on se détournera de l'énergie fossile et que dès lors ils ne pourront pas rentabiliser les investissements qu'ils feraient maintenant, eh bien ils ne font pas ces investissements. Et donc nous avons, en dépit d'une augmentation des prix, une réaction de l'offre d'énergie fossile qui est relativement limitée. Autre élément de contexte, après la guerre, après l'inflation, c'est cette évolution des taux d'intérêt que nous connaissons ces dernières semaines et qui est vraisemblablement le facteur le plus perturbant pour les bourses. Vous le voyez, vous avez deux lignes sous les yeux. La ligne en rouge, c'est l'évolution des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis. La ligne inférieure en bleu, c'est la même chose, mais pour l'Allemagne. Ce que vous voyez, c'est que ces deux lignes, malgré des circonstances économiques différentes, l'Ukraine est bien plus une menace pour l'Allemagne qui importe largement son énergie et qui est une voisine à portée de missiles, devrais-je dire de manière un petit peu crue, de la Russie. On pourrait imaginer que l'Allemagne connaîtrait un sort radicalement différent d'une économie américaine qui tourne à plein régime, qui est autonome en énergie et qui est moins exposée aux vicissitudes des relations entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, ou plus précisément entre la Russie et ses anciens voisins. Donc, nous avons deux lignes ici qui, malgré ces différences d'énergie, de dépendance géopolitique, montrent un profil identique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous intéressez au marché financier et que dès lors vous vous intéressez au taux d'intérêt, vous devez regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que ce sont les États-Unis qui dictent le là des marchés en dictant le là des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt qui sont, vous le voyez, en forte remontée, ce qui pénalise à la fois la valeur du stock d'obligations existantes, les obligations existantes perdent de la valeur quand les taux d'intérêt remontent, et d'autre part, une augmentation des taux d'intérêt qui nuit à ce qui est l'autre principale classe d'actifs en matière financière et qu'on appellera les actions. Sur le plan macroéconomique, qu'est-ce que ça signifie, les événements que nous connaissons? Eh bien, ça veut dire quand même un impact majeur, à la fois en termes de croissance économique et en termes de prix. L'OCDE, le Bureau d'études des pays industrialisés, estime le coût en termes de croissance économique à une amputation par rapport à ce que nous aurions connu s'il n'y avait pas eu cette invasion russe, de l'ordre de 1,4 point de PIB. C'est ce qui est entouré à gauche de votre écran. La partie droite, c'est l'incidence en termes d'inflation. Et là, vous voyez un surcroît d'inflation de l'ordre de 2%. Le FMI est venu également avec un scénario qui est extrêmement proche pour l'Europe occidentale. Il nous parle d'une réduction de l'activité économique du fait de la guerre de l'ordre de 1,3%. Ce que nous aurions dit il y a 6 mois, ce que nous disions il y a 6 mois, c'est que l'économie allait tourner de manière dynamique parce qu'elle allait pouvoir compter sur 4 moteurs. Ça aurait été comme disposer de 4 roues motrices. Des consommateurs qui auraient consommé parce que leurs revenus, malgré les difficultés de la Covid, avaient été largement maintenus. Ils avaient été amenés à avoir une épargne conséquente par peur du lendemain ou parce que simplement ils n'étaient pas en mesure de dépenser. Vous ne pouviez pas voyager, vous ne pouviez pas aller au restaurant comme vous l'entendiez. Donc, une consommation soutenue, d'autant plus que nous n'aurions pas eu peur du chômage, un taux de chômage qui en Europe est redescendu en dessous de 7%. Les investissements allaient eux aussi être dynamiques, portés par cette transition environnementale, portés par ces progrès technologiques, cette digitalisation, portés par des taux d'intérêt bas. La politique budgétaire allait continuer à être accommodante aussi, et on le voit aux États-Unis, où la peur d'un retour en grâce de M. Trump a amené M. Biden à appuyer sur la pédale des gaz budgétaires dans une mesure extrêmement soutenue. Et puis nous avions quatrième pièce à ou quatrième moteur ou quatrième roue motrice, nous avions une politique monétaire particulièrement accommodante. Nous ne sommes plus il y a 6 mois, nous sommes aujourd'hui, et ce soir,
il y a des éléments qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Principalement, ce que vous voyez en rouge aujourd'hui, c'est-à-dire en haut à droite du côté de la consommation. Certes, les ménages ont des revenus qui ont été maintenus durant la période de la Covid, pas pour tout le monde. La Covid a amputé les revenus de bon nombre d'entre nous, mais pris en moyenne, ce n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, l'inflation peut, elle, et c'est effectivement le cas, y compris dans un pays comme la Belgique qui connaît l'indexation automatique des salaires, cette inflation peut conduire à une contraction du pouvoir d'achat. Et nous n'avions pas peur, et donc nous allions consommer. Oui, mais peut-être que ce climat de la guerre, par cette dimension anxiogène que cela nourrit, pourrait réduire votre appétence en termes de consommation. Il y a aussi que la hausse des taux d'intérêt consécutive à cette résurgence d'inflation rend les marges de manœuvre pour les pouvoirs publics plus délicates. Quand on se finance très bon marché, on peut se permettre de s'endetter. Mais quand les taux d'intérêt remontent, eh bien, c'est différent. Et nous en arrivons ainsi à ce cadre rouge, la politique monétaire, qui aurait été supposée accommodante, mais qui va vraisemblablement l'être un petit peu moins. Elle l'est déjà un petit peu moins aux États-Unis, et nous avons assisté à ce resserrement monétaire annoncé il y a quelques jours, mais annoncé comme étant une première étape sur un chemin qui amènerait les taux d'intérêt à 3% à court terme, peut-être taux d'intérêt de court terme à un horizon de temps de quelques trimestres. Dans ce contexte, le Fonds monétaire nous annonce une croissance économique en Europe de l'ordre de 2,8%. C'est ce que vous voyez en haut du tableau du visuel, la partie droite. C'est important. C'est important parce que c'est moins, et nettement moins. Je vous l'ai dit, ils ont abaissé de 1,3% du fait de la guerre. Mais c'est pas si mal que ça. En fait, c'est même très très bien. Si nous pouvions avoir chaque année une croissance économique de l'ordre de 2,8%, nous signerions tous et toutes bien volontiers. C'est donc une croissance économique qui continue d'être portée par ces 4 moteurs, mais dans une moindre mesure que ce qui était attendu il y a 6 mois. En fait, nos pouvoirs publics, que ce soit au niveau budgétaire, au niveau de la politique monétaire, font face à un dilemme. Est-ce que j'appuie sur les gaz parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il y a le problème du pouvoir d'achat, parce qu'il faut financer la transition environnementale? Ou bien est-ce que la peur de l'inflation va l'emporter? Il faudra donc calmer le jeu, relever les taux d'intérêt, avec aussi des conséquences que cela peut avoir, parce que dans un monde d'inflation, on aura tendance à avoir un malaise social lié à l'inflation. Regardez ce que l'on peut entendre sur l'évolution du pouvoir d'achat chez nous. Dans ce contexte, ne prétendons pas être Madame Irma, nous ne le sommes pas, nous ne savons pas tout dire. Est-ce que demain, M. Poutine va faire ceci ou déclarer cela? Qu'en savons-nous? Ce que je peux vous dire, c'est que moi qui suis né en 1962, c'est pas la première fois que nous connaissons des tensions internationales. Et si j'aime bien dire 1962, c'est pas pour étaler mon âge, c'est pour évoquer la crise des missiles de Cuba, précisément datant de 1962, et c'est ce qui est illustré par ce cartoon que vous avez sous les yeux, où on voit Khrouchtchev et Kennedy se faire un bras de fer. On a été à 2 doigts d'une bombe atomique sur les États-Unis, et on a, pour des raisons pas sympathiques, et conclure un accord avec M. Poutine ne sera pas sympathique non plus, on a conclu un accord à l'époque, et on a accepté, les Américains ont accepté de retirer des forces qui étaient basées en Turquie. Donc, c'est ce vers quoi nous irons. Bien sûr que c'est la solution diplomatique qui finira par s'imposer, espérons le plus vite possible et au mieux. En attendant, n'oublions pas ces facteurs de soutien qui étaient là il y a 6 mois, qui sont toujours là aujourd'hui et qui font que nous pourrions aller vers un scénario d'accommodement par rapport à l'horreur. J'ai bien conscience d'employer des mots qui normalement ne devraient pas être employés en même temps. S'accommoder à une situation profondément révoltante et injuste, cette occupation d'une partie de l'Ukraine par la Russie. Mais voilà, nous nous en accommoderons et l'économie mondiale s'en accommodera. Voilà pour ce qui était de messages de type économique que je souhaitais partager ce soir.
Du côté financier. Du côté financier, vous le savez, ce qui va vous amener à épargner, ce sont différentes considérations. Vous avez du patrimoine aujourd'hui, vous vous dites, je vais lisser ma consommation, ça me sera utile quand je serai retraité. Ça pourrait m'être utile si j'ai un accident de vie, un accident professionnel, un accident de santé, si un proche a besoin d'être aidé, vous voulez transmettre à vos descendants ou à une bonne cause. Il y a de multiples raisons pour épargner aujourd'hui. À quoi faut-il absolument penser avant d'investir? Vous y avez déjà songé. Si vous participez à un webinaire comme ce soir, c'est que vous vous êtes déjà posé la question de ce qu'il faut faire avant d'investir ou pour mieux investir. La première réponse, c'est évidemment se connaître sa tolérance au risque. Et les heures, les jours ou les semaines que nous venons de vivre sont une confirmation de cette nécessité de se connaître. Si la prise de risque vous est insupportable, eh bien, il faut accepter que votre portefeuille sera très prudent, parce qu'il n'y a rien de pire que de vendre au plus bas dans la panique. Vous devez avoir une idée de ce que seront vos besoins de liquidité à un horizon de court ou de long terme. C'est pas que vous devez savoir si vous aurez envie de vous acheter un éclair au chocolat demain soir quand vous sortirez du boulot. Non, bien sûr que non. Mais des dépenses un peu conséquentes pour vous, pour des proches, ça, vous devez en avoir une idée. De même que des entrées de fonds qui pourraient arriver, perception d'un capital retraite, que sais-je. Il faut impérativement, et c'est ce que j'aime bien reprendre sur ce visuel, c'est le dernier point, être rationnel et accepter que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, un placement qui soit à la fois très sûr et très rentable, ça n'existe pas. De même qu'un placement qui soit très fun et très rentable, ça n'existe pas non plus. Acheter du vin, investir dans un château, ça peut être très plaisant, mais dans la durée, ce qui est plaisant offre de mauvais rendements. Vous connaissez à propos des châtelains la petite blague, comment devenir millionnaire? C'est facile, vous commencez en étant milliardaire et vous achetez un château. Donc, le fun et l'investissement, ça va pas souvent ensemble. Et de même pour donc ce côté être tempéré par rapport à ce que vous pensez savoir. Se dire, moi, je vais investir dans les maisons de repos parce qu'on va tous vieillir et que donc on va avoir besoin de maisons de repos. Soyez un tant soit peu modeste et dites-vous que cette idée qu'on va tous vieillir, il y en a peut-être d'autres qui l'ont eu avant vous et qui ont peut-être acheté des maisons de repos. C'est pas pour dire du mal des maisons de repos en termes d'investissement, bien entendu, mais soyez modeste. Et soyez modeste et en même temps soyez critique. C'est un dernier point. Il m'arrive fréquemment d'entendre « Oh oui, mais tel gestionnaire, il n'est pas terrible. Oh bon, il a eu des années difficiles. Ben, au fond, tous les gestionnaires, ça se vaut. Il y en a qui ont des bonnes années, puis des mauvaises. Et ceux qui en ont eu des bonnes en auront des mauvaises. » Permettez-moi, et la littérature académique est imbattable là-dessus, de m'inscrire en faux. Il existe de bons gestionnaires, il existe de moins bons gestionnaires, pour ne pas dire des franchement moins bons. Comment investir en 2022? C'est la question que vous vous posez plus que vraisemblablement. Vous avez hésité entre un compte d'épargne, mais ça vous rapporte du 0,11% quand vous avez encore de la chance. Des obligations, mais qui vous rapportent tellement peu par rapport à l'inflation, ça vous fait donc perdre du pouvoir d'achat. De l'immobilier, mais vous vous dites oui, mais enfin les prix ont beaucoup monté et on entend dire maintenant qu'avec la remontée des taux d'intérêt, tout à coup il y a un petit peu moins de flux de marques d'intérêt du côté des notaires et donc on sent un fléchissement et puis il y a toujours ces mesures qui peuvent revenir dans l'air de fiscalité des loyers réels, de mesures réglementaires par rapport aux normes environnementales des biens que vous donneriez en location, ce genre de choses. Et puis vous avez les actions et là aussi il y a des raisons d'avoir des doutes. Vous pouvez vous dire oui, mais enfin après la forte augmentation de 2021, est-ce que c'est pas trop tard? Ou bien vous pourriez vous dire pour le même prix, maintenant que ça baisse, je vais plutôt attendre que ça cesse de baisser. Avec la guerre, avec les taux d'intérêt, je vais attendre d'y voir clair. Donc aujourd'hui, il y a de bonnes raisons de ne pas trop savoir ce qu'il y a lieu de faire. Une manière de réfléchir serait de dire, mais de toute façon, il y a des choses qui ne seraient pas pour moi, l'immobilier, la bourse, non, moi je suis pas assez riche pour ça. Non. Vous devez vous dire que même l'investissement en bourse n'est pas réservé aux gens qui ont un patrimoine conséquent. Même quelqu'un qui a un patrimoine limité peut consacrer une partie de ce patrimoine à investir en actions pour peu que ça corresponde à sa tolérance au risque, que ça corresponde à son horizon de temps, bien entendu. Je l'ai évoqué, vous pourriez vous dire, oui, mais allez,
dans les circonstances actuelles, il y a quand même beaucoup de brouillard. Hein. Vous-même, hein, monsieur de Calataï, tout ce qui est la Covid en Chine, est-ce que vous avez vraiment vu la fin? L'Ukraine, est-ce que vous savez comment ça va se terminer? Les taux d'intérêt, où est-ce que ça va s'arrêter? L'inflation, est-ce que ça va finalement rapidement baisser? Non, je n'en sais pas beaucoup plus que beaucoup de gens. Mais ce que je sais, c'est que d'attendre que le train de la certitude arrive en gare m'amènera à avoir fort mal à jambe, parce que j'attendrai longtemps. Il n'y aura pas de certitude. Il n'y aura jamais de certitude. Et si jamais il devait y avoir de la certitude de chez certitude, vous savez, le ticket de ce train-là serait à un prix astronomique. Et donc, vous payerez beaucoup trop cher. Si demain, nous étions sûrs que les entreprises allaient faire beaucoup de bénéfices, eh ben, vous savez quoi? Ça se sentirait dans le cours de bourse. Et donc, acheter à ce moment-là serait vous avoir fait manquer le moment où ces actions étaient relativement attractives. Oui, mais, me diront d'autres, est-ce que la bourse n'est pas un petit peu chère? Alors, c'est amusant parce qu'on entend des personnes dire, oui, mais elle a beaucoup baissé, je vais attendre qu'elle baisse encore un petit coup. Et puis d'autres nous disent, mais elle est chère. C'est vrai, si on se base sur un indicateur qui est celui que l'on peut fréquemment entendre, qui s'appelle le rapport cours-bénéfice, hein, price earnings en anglais, ce rapport cours-bénéfice, il est aujourd'hui au niveau international de l'ordre d'un petit 17, plutôt 16 que 17 d'ailleurs. Et c'est un petit peu plus que la moyenne historique. Donc on pourrait dire, mais regardez, voyez bien, c'est plus cher que d'habitude, donc je vais plutôt attendre que ça revienne à la moyenne. Oui, mais sachez bien que ce retour à la moyenne, il pourrait ne jamais avoir lieu. C'est une moyenne qui est calculée dans un temps où les taux d'intérêt n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, une fois qu'on prend en considération l'inflation, ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels, ces taux d'intérêt sont encore extrêmement négatifs. De telle sorte que le rendement que proposent les actions aujourd'hui, comparé à ce que rapporte, ce à quoi il est le plus légitime de comparer les actions, à savoir les obligations, aboutit à une conclusion, c'est que s'il y a bien un actif peu attractif aujourd'hui, ce ne sont pas les actions, loin de là, ce sont les obligations. Oui, mais n'y a-t-il quand même pas des risques en matière de bénéfices sur les entreprises? Là, vous venez avec les actions, mais est-ce qu'on est si sûr que ces bénéfices seront au rendez-vous? Eh bien, ma réponse est une fois encore, je n'ai pas de certitude. Mais il y a tout lieu de penser que les bénéfices seront soutenus. D'ailleurs, vous savez quoi? Depuis le début de l'année, oui, il y a eu l'augmentation de l'inflation, il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt, il y a eu l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Et néanmoins, la communauté des analystes financiers nous annonce pour l'année 2022, au moment où je vous parle en ce mois de mai, des attentes de bénéfices supérieures à ce qui était attendu il y a 5 mois. Donc aujourd'hui, malgré un contexte qui pourrait paraître plutôt à plomber le moral des entrepreneurs et à plomber leur compte de résultats, eh bien, les analystes financiers, dans leur communauté, globalement, tous secteurs confondus, nous annoncent des bénéfices plus élevés que ce qu'ils nous annonçaient il y a 5 mois. Alors vous pouvez les penser comme étant complètement illuminés ou abrutis. J'ai l'impression plutôt qu'ils sont à l'écoute de ce que les entreprises envoient comme signaux. Et nous avons eu ces signaux d'AB InBev, de Solvay, pour citer 2 exemples belges récents, qui étaient de nature tout à fait apaisante. D'entreprises pourtant actives en Russie. Donc, de quoi faut-il se méfier? Est-ce que l'inflation va venir au bout des bénéfices? Tenez à ce raisonnement suivant. Une entreprise qui fait des bénéfices, vous allez me dire, oui, mais l'inflation, ça va augmenter ses coûts, donc elle va faire moins de bénéfices. Oui, l'inflation va augmenter ses coûts, mais elle augmente les coûts. Ça veut dire qu'elle augmente ce que cette entreprise doit payer pour s'approvisionner. Oui, mais elle paye ça à qui? Ah ben, à quelqu'un d'autre. Pour qui? C'est dépense elle en tant qu'entreprise. Ben, pour l'autre entreprise, c'est plus un coût, c'est la recette, c'est le produit de sa vente. Ah oui, donc si une entreprise paye plus cher pour s'approvisionner, c'est qu'une autre entreprise a vendu plus cher. En fait, qu'est-ce que je cherche à vous dire par là? Une vérité élémentaire. Quand il y a de l'inflation, les coûts des entreprises augmentent. Mais dans leur globalité, les recettes des entreprises augmentent également. Et donc l'écart entre les deux, l'écart entre recettes et coûts, ça augmente quand les prix augmentent. Et cet écart, comment ça s'appelle?
Ah ben, ça s'appelle bénéfice. Donc en fait, les bénéfices, c'est une grandeur dite réelle dans notre jargon. Ça suit l'inflation. Alors, c'est pas une indexation automatique, c'est pas vrai que chaque entreprise va être à même de répercuter exactement l'augmentation de mes coûts. Mes coûts ont augmenté de 8%, j'augmente mon prix de vente de 8. Non, pour certaines, ce sera 6, 4 ou 2 ou 0. Mais pour d'autres, ce sera 8, 10, 12 ou 16. Donc, globalement, si vous avez un portefeuille bien diversifié, les actions sont immunisées contre une résurgence de l'inflation. Et d'autres problèmes pourraient vous venir à l'esprit. Oui, mais est-ce que les salaires ne vont pas augmenter? Est-ce qu'on ne va pas augmenter les impôts? Est-ce que les taux d'intérêt qui augmentent? C'est pas vrai. N'ayez pas peur, ai-je envie de dire. Des mesures qui sont de nature à aller dans le sens d'une économie qui fonctionne bien, et aujourd'hui, vraisemblablement que demander aux multinationales de payer un taux d'impôt harmonisé avec ce que les PME au coin de la rue payent, ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens peut-être de la justice, ça va dans le sens certainement de l'efficacité économique. Et dès lors, ça fera augmenter le gâteau. Et quand ça fait augmenter le gâteau, c'est au bénéfice de tout le monde, des travailleurs comme des actionnaires. Il n'y a pas lieu d'avoir une vue dichotomique du monde où ce qui serait bon pour les travailleurs serait mauvais pour les actionnaires ou l'inverse. Nous avons tous et toutes intérêt à ce que l'économie soit la plus soutenable, la plus pérenne possible. Donc il ne faut pas se scandaliser des mesures gouvernementales en matière environnementale. Au contraire, c'est pour notre bien. De même en matière de politique monétaire, mais ça, j'y reviens dans un instant. Mais avant ça, souvenons-nous de l'histoire. L'histoire qui nous montre, une fois encore, que ceux qui ont osé acheter au son du canon n'ont pas eu de raison de s'en plaindre. Le dicton, il est connu. Ce que vous avez écrit en tout petit, et c'est un test de vision que vous fassiez ce soir en même temps qu'une soirée d'information financière, et ça vous montre les évolutions boursières dans les semaines et les mois qui ont suivi tous les grands événements dramatiques. Ce n'est pas pour nier le caractère dramatique des conflits qui ont été les nôtres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais vous le voyez le plus souvent, 12 mois après l'éclatement de ce conflit, les bourses ont fameusement rebondi. Et n'oubliez donc pas encore ce dernier message. Oui, mais aujourd'hui, si les marchés baissent, c'est parce que les taux d'intérêt montent. Mais est-ce que c'est pas une vue quand même un petit peu simpliste du monde, celle que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui? Est-ce que nous croyons sincèrement que les banques centrales sont là pour le plaisir de nous faire mal, de nous punir, de je ne sais pas quoi? Non, si les banques centrales pensent qu'il est opportun d'augmenter les taux d'intérêt, ça montre qu'elles agissent, et elles agissent pour le bien de la croissance tendancielle. Elles agissent donc pour le bien des bénéfices futurs. On n'achète pas des actions pour avoir des gros bénéfices dans 3 mois. On achète des actions pour avoir droit aux bénéfices dans 3 mois, dans 15 mois, mais aussi dans 30, 42 et dans 73 mois encore, et dans 20 ans toujours encore. Voilà mon dernier stade. Conclusion. En fait, ce qui est à l'agenda matière économique, c'est une période qui n'est pas facile, très certainement. Est-ce que c'est une dépression? Non. Pensez à mes 4 moteurs, ils étaient là, ils seront encore largement là pour éviter que nous n'entrions dans ce environnement de dépression. L'inflation, oui, mais nous pouvons nous en accommoder et certains actifs, et notamment les actions, nous immunisent dans une très large mesure contre cette inflation. Ce qui est certain, c'est que les taux d'intérêt par rapport à ce niveau d'inflation resteront bas, ne serait-ce que parce qu'il faut financer nos États, et donc que le rendement obligataire restera bas, et ça veut dire aussi que l'épargne prudente en livret ou en obligation d'État, en bons de caisse, en produits de ce genre, ça continuera à induire une érosion du pouvoir d'achat. Laisser son argent comme cela, ce sera comme la grenouille qui se fait cuire à petit feu. Quand vous avez 8% d'inflation et que vous avez 0,11% de rendement sur votre livret d'épargne, vous avez perdu 7,89% de pouvoir d'achat. 7,89% de perte de pouvoir d'achat sur la valeur du stock de votre patrimoine, voilà qui devrait vous amener à réfléchir à la situation et à la gestion de votre portefeuille. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Ce sera un plaisir de chercher à y répondre. Étienne, merci beaucoup pour son intervention. Je vous propose de parcourir quelques exemples ensemble que je vous ai retenus. Tout d'abord,
la situation du baron de la monnaie. Alors, c'est un nom que j'ai purement inventé ici. Et parcourons un petit peu les desiderata du baron la monnaie. Ça va être un cas de figure qui est très, très intéressant. Le portefeuille ici du baron est à peu près de 2 millions. Vous allez me dire, voilà, c'est déjà un montant important que j'ai sélectionné. Je l'ai fait tout à fait exprès, afin que vous compreniez la structure qui est mise en place derrière ça. Autre souhait du client, bien sûr, avoir une vision indépendante des différents gestionnaires. Il faut savoir ici, le baron Lamonnet ne souhaite pas particulièrement intervenir sur son portefeuille. Il a cette exigence de laisser pleinement la direction à des gestionnaires. Ce qu'il souhaite, avoir un aperçu global de son portefeuille. Il veut une clarté, de la transparence. Et bien entendu, tout l'aspect successoral et de la flexibilité sur son contrat. Qu'est-ce qui s'offre à lui? Simplement au travers d'une police d'assurance vie de 2 millions, qui est repris ici à travers ce qu'on appelle des fonds dédiés. Vous avez vu que j'ai mis FD1, FD2, donc on va reprendre des gestionnaires 1, 2, 3, je les appellerai même banquiers 1, 2, 3. Ici, avec 2 millions, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir diversifier son risque, demander peut-être des missions, des interventions différentes à chaque gestionnaire. Le gestionnaire 1, que j'appellerai banquier 1, qu'on peut reprendre comme étant la maison, sans faire la moindre pub, Edmond de Rothschild ou autre, peut avoir dans le portefeuille ici du baron Lamonnet une intervention. On pourrait allouer 400 000 € du portefeuille du baron. Le but ici de ce gestionnaire, forcément, est d'avoir une attitude sur une sélection d'actions individuelles. Tout ça suite à une discussion avec le baron qui m'a demandé simplement, voilà, j'aimerais allouer 400 000 €, une partie de mon portefeuille, à Edmond de Rothschild, spécialisé sur ce critère que je prends au travers de mon portefeuille. À travers ça, je souhaite simplement allouer un peu plus de mon portefeuille. Je vais prendre exemple ici la maison Orcadia d'Étienne de Calataille, qui peut être sollicitée sur la version classique, ou éventuellement ça peut être un souhait du baron par exemple, d'être sur un caractère plutôt sustainable et prendre le caractère en partenariat qu'a Étienne de Calataille avec sa maison Orcadia avec Funds for Good, et allouer ici vraiment la gestion de fonds patrimoniaux à Étienne. Et troisième chose, repartir sur un troisième gestionnaire. Exemple, on l'entend souvent, je vais prendre un nom de gros, les clients ne le savent peut-être pas, peut-être un troisième gestionnaire qu'on peut venir allouer dans la police. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien souvent, les clients rentrent en banque et sont obligés de quasiment constituer leur portefeuille au sein d'une institution bancaire. Ici, le but était vraiment de marquer, vous pouvez, de manière très simple, allouer auprès de 3 gestionnaires des missions différentes, des attitudes différentes. Je dirais même que vous pouvez même changer ces attitudes dans le temps, chose très importante à ce niveau-là. Donc, diversification du risque et aussi choix de vos banquiers. Ici, c'est comme si à travers une police d'assurance vie, vos 3 banquiers se retrouvent à l'intérieur. Pas besoin d'aller faire son shopping, je dirais, à travers différentes banques, se montrer comme peut-être un plus petit client au travers de toutes les banques. Ici, vous avez une vision globale. La police de 2 millions a simplement ces banquiers qui sont logés et qui sont bien entendu transférables. Donc, en résumé, on dispose d'une police avec 3 gestionnaires indépendants, avec des missions tout à fait indépendantes. Si le client n'est pas satisfait, il peut changer à tout moment de gestionnaire. C'est très simple à faire. Il a un reporting, bien entendu, qui est global, donc il a une vision globale de son portefeuille, et il peut aussi avoir une vision tout à fait indépendante des gestionnaires au niveau de leur travail. Tout ça peut se faire avec un accès en ligne sur le portefeuille, qu'il soit via PC ou via portable. Je dirais de manière très facile, vous pourriez ici, dans ce cas de figure, avoir les 3 banquiers dans votre poche très, très facilement et voir au quotidien comment ils travaillent pour vous. Ici, un autre cas de figure. J'ai abaissé volontairement encore une fois le montant. On se retrouve ici avec Christine. Christine a un profil tout à fait différent. Christine, elle adore intervenir sur son portefeuille. Elle adore partager. Elle se renseigne. Elle assiste à certaines choses au niveau de l'information. Elle écoute régulièrement Étienne. Et simplement, elle souhaite 2 choses. Elle souhaite
pouvoir intervenir et des coûts forcément qu'on abaisse dans son portefeuille, dans la sélection de fonds. Et elle veut encore une fois beaucoup de flexibilité. Qu'est-ce qu'on propose ici sur le portefeuille? Mais déjà, ici, il faut savoir qu'on peut disposer d'un portefeuille avec un accès à travers WeLink à plus de 200 fonds qui sont totalement indépendants. On va donner aussi l'accès, si elle le souhaite, à des investissements au travers d'ETF, de trackers, ce qui va permettre forcément d'avoir des frais de gestion réduits à ce niveau-là, à des parts forcément clean share plutôt qu'à des parts retail, qui encore une fois, comme il n'y a pas de rétrocession, va aussi avoir un impact sur le portefeuille de Christine et donc diminuer ses coûts. Je reviens ici, j'ai repris deux fiches techniques pour que vous compreniez bien avec la flèche ici. Au niveau des frais, exemple ici, le clean share ici en part retail, si vous regardez auprès de la flèche, on travaille sur du 1,63 et toute l'intervention de pouvoir travailler ici avec des parts qui sont en part institutionnel, merci beaucoup. Vous voyez, on descend à en dessous des 0,90. Il y a vraiment une grosse différence. Ça vaut vraiment la peine de pouvoir sélectionner ce type de fonds au sein du portefeuille de Christine. Donc, on l'a dit, 200 gestionnaires indépendants. Vous avez une sélection d'ETF, de trackers, des parts clean share. Encore une fois ici, l'accès en ligne à votre portefeuille sur PC ou encore une fois sur sur votre portable. Important aussi, et ça, vous pouvez le faire, et je pense qu'Étienne sera d'accord avec moi, ainsi que Gilles, vous avez la possibilité de mettre sur vos portefeuilles, encore une fois, certaines options. Le fameux goutte à goutte, le fameux drip feeding que vous pouvez mettre aussi quand vous constituez votre portefeuille sur 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an si vous le souhaitez. Les safe gains, vous pouvez aussi avoir des réajustements dynamiques sur le portefeuille, des stop loss et autres. Il y a aussi moyen avec certaines compagnies de pouvoir protéger le portefeuille sur la mise initialement déposée pour votre succession. Mais ça, j'y reviendrai si vous avez des questions par rapport à ça. Autre cas de figure, et je réabaisse encore le montant, parce que vous allez me dire, tout le monde n'est pas le baron de Rothschild. Moi, je dispose peut-être de quelques milliers d'euros et tout ce que vous me présentez n'est pas pour moi, loin de là. Ici, je reprends l'exemple de Nicolas. Il est tout à fait débutant, 50 000 euros. Voilà, il a un montant qui est disponible. Il veut se constituer une épargne. Il veut pouvoir faire des versements complémentaires à sa guise. Mais Nicolas, encore une fois, il s'y connaît pas trop. Ce qu'il veut, il est en train de se dire, oui, mais je voudrais bien que mon portefeuille quand même soit suivi qualitativement. Ici, ça va être encore une autre possibilité que WeLink peut vous offrir. Nous faisons et nous créons des portefeuilles pour nos clients, des portefeuilles modèles que nos clients peuvent solliciter auprès de WeLink pour des gens qui ne veulent pas suivre, qui n'ont peut-être des moyens de départ peut-être un peu plus faibles. Il faut savoir que WeLink met à ce niveau-là ces portefeuilles modèles qui sont, vous le voyez en point 2, régulièrement revus, monitorés par nos équipes afin que nos clients ici puissent disposer des meilleurs fonds. Alors ici, dans un portefeuille modèle, on va retrouver 5 à 10 lignes très claires. Notre équipe fait ça de manière régulière, encore une fois, avec toute la meilleure qualité au niveau de la sélection des fonds. Important. Le démarrage, on se dit toujours, oui, mais pour démarrer, vous allez me demander des sommes astronomiques pour pouvoir m'occuper de moi. Non, retenez bien ça ici, c'est bien quelque chose qu'il faut retenir. On peut démarrer, faire de très très belles choses à partir de 10 000 euros approximativement, avec des versements complémentaires au travers de votre police de 1 000 euros. En conclusion, je dirais que la première chose qui est à retenir, c'est quand vous investissez, ne pensez pas qu'il faut forcément avoir 1 million d'euros pour que de très belles choses s'offrent à vous. Première chose, je viens de le dire il y a quelques instants, c'est à 10 000 euros. On peut faire déjà un démarrage. Alors, différentes possibilités. Soit je peux sélectionner des fonds moi-même avec la présence de mon conseiller ici, advisor en investissement. Soit solliciter WeLink au niveau des portefeuilles modèles et bien entendu, j'insiste,
revoir régulièrement, prise de rendez-vous, ne laissez pas aller vos portefeuilles, voyons-nous régulièrement, 2-3 fois sur l'année, le contact n'est jamais de trop. Après ça, retenez aussi qu'une police d'assurance vie, alors les asset managers, les stratèges, sans parler trop m'avancer au niveau des fonds, mais retenez une chose, c'est qu'aux alentours de 250 000 €, on peut déjà solliciter des stratèges pour s'occuper de vos portefeuilles. Et ces stratèges, bien sûr, au fur et à mesure, en fonction du montant déposé, vous pouvez en sélectionner 1, 2, 3 avec des missions totalement indépendantes dans vos portefeuilles. Ça a toute sa beauté aussi. Voilà. Encore une fois, je n'ai rien à rajouter à ce niveau-là. Je dirais que les cas de figure ici étaient pour plus solliciter votre réaction, de voir des choses qui existent chez Willink. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, elles sont toutes les bienvenues. Maintenant, je recède la parole à Gilles pour le mot de conclusion. Merci Grégory. Avant de conclure, on va quand même passer aux questions. Cher Étienne, on peut peut-être, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris dans ton intervention, essayer de rationaliser un peu les choses, en effet, parce que nous sommes tous habitués à avoir des médias qui malheureusement sont plutôt intéressés par les mauvaises nouvelles que par les bonnes nouvelles. Alors, sans dire que nous sommes dans une situation absolument positive et sans risque, il y a beaucoup de volatilité, il y a des incertitudes, tu l'as magnifiquement dit, mais je crois qu'on peut entendre aujourd'hui que c'est pas pour ça qu'il n'y a pas moyen d'investir correctement en fonction d'un profil de risque, en fonction d'un timing que l'on va pouvoir faire là. Donc, merci beaucoup pour cette pertinence et cette rationalité que tu nous apportes. Je pense qu'elle est tout à fait la bienvenue dans cet environnement un peu anxiogène, ne nous cachons pas de le dire quand même. Alors, questions, nous en avons eu quelques-unes. Je vais commencer par la première question. D'après toi, Étienne, quel est le rythme auquel on doit, quel est le rythme d'investissement que tu suggères? Grégory parlait de goutte à goutte, de drip feed, que l'on ait de l'argent qui a été placé précédemment sur un carnet d'épargne ou un portefeuille, par exemple bancaire, qu'on doit transformer en portefeuille d'assurance. Comment conseilles-tu d'investir? Il y a une règle, Gilles, en matière, il y a une règle usuelle, vais-je dire, une habitude dans le monde du private banking, qui est la règle dite des 3 tiers, où en fait, quand quelqu'un apporte de l'argent liquide, je ne parle pas ici d'un transfert d'un portefeuille existant, quand c'est de l'argent liquide qui arrive, la règle des 3 tiers veut que l'on investisse directement 1 tiers de cet argent, le 2e tiers entre 2-3 mois après l'apport initial et le 3e tiers aux alentours de 6 à 9 mois après cet apport initial. Ça, c'est l'idée de base. Mais pour traduire aujourd'hui ma vision de la valorisation des marchés, je serais enclin à aller au-delà de ce premier tiers et de dire, si par exemple vous apportez j'invente 100 000 €, que ce 100 000 €, vous l'investirez la moitié en actions, 50 000. Donc, votre objectif, c'est à terme d'avoir 50 000 sur 100 000 investis en actions. Votre objectif, c'est 50 000. Un tiers, ce serait environ 16-17 000. Allez-y pour 20 000, voire même 25 000. Aujourd'hui, les niveaux de valorisation qui sont les nôtres me rendent confiant par rapport à cette attitude-là. Très bien. Donc, je pense que c'est clair. Il y a une stratégie, évidemment, qui sera mise en avant par les gestionnaires, par toi ici en l'occurrence, bien sûr. Donc, mesdames, messieurs, vous voyez que le moment n'est pas nécessairement mauvais que pour rentrer dans les marchés. Simplement, ce sont vos gestionnaires qui vont les gérer en fonction de leurs convictions, évidemment. Vous en avez un magnifique exemple aujourd'hui. Nous avons une autre question qui nous dit que beaucoup de fonds mixtes contiennent un pourcentage important d'obligations. N'est-il pas judicieux de privilégier des fonds actions ou des fonds mixtes à 75% d'actions? Avant de te céder la parole, j'ai peut-être donné un argument fiscal à ceci. Si on parle d'un portefeuille bancaire, vous aurez compris tout à l'heure que moins il y a d'obligations dedans, moins la plus-value, qui viendrait essentiellement d'une part d'action, sera importante. Surtout si on est dans le 2e système de calcul de précompte mobilier. Par contre, si vous êtes en branche 23 ou déjà en branche 23, ça n'a aucun impact fiscal, puisque qu'une part obligataire ou qu'une part action soit plus ou moins importante, la fiscalité, elle est de 0. Maintenant, en termes de stratégie, cher Étienne, quelle est ta vision? Effectivement, aujourd'hui, et malgré la remontée récente des taux d'intérêt, on peut penser que les taux d'intérêt restent insuffisants pour offrir un tant soit peu d'attrait aujourd'hui.
dans des circonstances pas exactement similaires, mais dans le passé, avoir à la fois des actions et des obligations était perçu comme étant sage et prudent, parce que une mauvaise nouvelle pour une classe d'actifs était une bonne nouvelle pour l'autre. Normalement, ce qui se passe, c'est que s'il y a tout à coup des inquiétudes, ça pénalise les actions, mais il y a alors un déplacement vers les obligations qui sont perçues comme un refuge. On veut tous alors acheter des obligations, le prix des obligations augmente, les taux d'intérêt baissent, vous dégagez des plus-values sur vos obligations. Donc la perte en action est partiellement compensée par une plus-value obligataire. C'est la logique de ces fonds mixtes. Donc aujourd'hui encore, je pense que cette logique, elle a du bon. Mais elle a néanmoins une petite faiblesse, et elle est testée aujourd'hui. C'est aujourd'hui, nous avons simultanément des moins-values en actions et des moins-values en obligations depuis le début de l'année, parce que les taux d'intérêt ont remonté et que ça a entraîné cette déperdition de valeur de vos obligations dans votre portefeuille, et simultanément, ce surcroît de taux d'intérêt a réduit la valeur des dividendes futurs, a réduit l'actualisation, comme nous disons, de ces bénéfices futurs des entreprises, et donc a pesé sur les actions, et plus particulièrement, vous l'avez vu, sur les actions technologiques. Et donc, nous n'avons pas eu cet effet amortisseur, nous n'avons pas eu cet effet de compensation qui est normalement la grande vertu de ces fonds mixtes. Qu'est-ce à dire? Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain? Certainement pas. Je suis encore aujourd'hui convaincu qu'une bonne gestion, c'est une gestion qui va combiner des actions et des obligations. Ce que je crois, c'est que dans la partie obligataire, il faut encore aujourd'hui être prudent, avec donc relativement moins d'obligations et plus de cash, ou des obligations de plus courte durée, puisqu'elles souffrent moins quand les taux d'intérêt remontent. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la grande différence entre les gestionnaires. C'est ceux qui avaient des obligations à haute dose parce que ça donnait un petit supplément de rendement, et par rapport à des gestionnaires qui se sont montrés plus prudents et qui, s'ils avaient des obligations, avaient privilégié des obligations de plus courte durée, voire moins d'obligations et du cash, parce que ces actifs-là ont moins eu à souffrir de la remontée des taux d'intérêt. Dernier élément, dans la poche obligataire, vous pouvez mettre des obligations indexées sur l'inflation qui vous immunisent complètement et qui ont, elles, très bien performé ces derniers mois. Et là aussi, c'est un élément explicatif de pourquoi certains gestionnaires, c'est un peu la soupe à la grimace pour tout le monde, mais certains gestionnaires souffrent nettement moins que d'autres de ce climat difficile qu'est le nôtre aujourd'hui. Très bien. Merci Étienne. Nous avions eu d'autres questions, mais qui ont été abordées par toi dans ton exposé, donc je pense qu'elles dataient de plus tôt dans l'exposé. Je vous propose de ne pas durer trop longtemps dans notre prise de votre temps. Donc, en effet, Grégory, on va essayer de conclure un petit peu. Étienne, je pense que tu nous as expliqué que investir, c'était évidemment une meilleure solution que de laisser de l'argent sur un carnet d'épargne, en ayant évidemment recours à des facilités pour l'investir peut-être en plusieurs fois. C'est au gestionnaire de le faire. Je retiens aussi que tu as mentionné les bons, les moins bons gestionnaires. Ces dernières années, on a eu quand même des résultats de marché qui étaient quand même assez éloquents. Et je dirais qu'il suffisait presque d'être investi pour avoir des résultats importants. J'ai quand même l'impression qu'avec la conjoncture que nous connaissons aujourd'hui, mesdames, messieurs, les bons gestionnaires vont faire la différence. Si je peux me permettre, oui. Il y a une phrase de Warren Buffett. Je t'en prie. Où tu allais la citer. Non, je t'en prie. Warren Buffett nous a dit, c'est quand la mer se retire que l'on voit qui nage sans maillot. En effet, je ne la connaissais pas, j'essaierai de m'en souvenir. Mais donc, comptez sur nous, chez Willing, sur Grégory, sur nos collègues, sur moi-même, pour sélectionner les meilleurs gestionnaires. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas des gestionnaires, nous sommes indépendants et nous vous proposons des gestionnaires performants. Et s'ils ne le restent pas, Étienne le sait d'ailleurs, mais ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble maintenant, mais on en changera. Donc, mesdames, messieurs, la balle est dans votre camp. Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans ce chemin difficile, si je peux dire, et assez anxiogène, mais pas si difficile que ça en termes de faisabilité, pour prendre de bonnes, voire de meilleures décisions. Je vous remercie au nom de Willink, au nom de notre hôte Étienne et Grégory pour votre attention, et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci à vous et à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.